Dans le podcast de cette semaine, on va pelleter des nuages pour une émission hors série consacrée à This Guilty Land, un jeu de Amabel Holland. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une émission spéciale, un hors série d'été où on va pelleter des nuages, toujours en compagnie de Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Ben écoute, plutôt bien. Revenu de nos aventures montréalaises. Je sais pas, on dit montréalaises, oui? Montréalaise, oui. Bon, voilà. Donc là, on réenregistre en distanciel. À distance? Oui, je sais, je te taquine. Je sais que tu n'aimes pas ce terme. Tu sais combien il faisait hier à Montréal? Non, combien? 31. Wow. Et aujourd'hui, il va faire presque autant. Quand j'y étais, il faisait super beau. Oui, ben là, il fait encore plus super beau. Bon, mais peut-être un peu chaud. Donc, on a un épisode supplémentaire, surprise. Mais oui. Qui nous est venu au moment où tu étais à Montréal. L'idée, en fait, parce que nous avons joué à This Guilty Land, le jeu de Amabel Holland, dont on parle beaucoup dans le livre Cardboard Ghost, dont j'ai fait une chronique il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'était la chronique du mois de mai. Oui, 06, je crois. Ouais, voilà. Oui, parce qu'en fait, suite à cette chronique et à la lecture du livre dont tu parlais, de Amabel Holland, on avait récupéré une copie de This Guilty Land, à laquelle nous avons donc eu l'occasion de jouer ensemble. Ça tombe bien, en plus, c'était un jeu pour 2 joueuses. Et c'est vrai qu'on était curieux du jeu, parce que c'est quand même le jeu dont Amabel Holland, je dis pas qu'elle est la plus fière, mais en tout cas qu'elle met beaucoup en avant comme représentatif de son travail et de ses intentions. Oui, et elle dit elle-même de toute façon que c'est le jeu dont on lui parle dans le milieu du jeu. Oui, elle dit que finalement, il y a peut-être d'autres jeux d'elle auxquels les gens ont plus joué, mais c'est toujours sur ce jeu-là qu'on revient quand on allait interviewer, en tout cas. Oui. Donc, on y a joué. Et à l'issue de notre partie... Avant même l'issue de la partie. Je pense même avant même l'issue de la partie. On s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup à dire. D'autant plus que, suite à la partie, moi, j'ai pu récupérer donc le livre que tu avais, et toi que tu avais lu. Oui. Que moi, je ne l'avais pas encore lu. Et j'ai pu le lire. Et là, je l'ai terminé au moment où on enregistre. Donc, c'est amusant parce que toi, tu as lu le livre avant d'y jouer. Oui. Et moi, j'aurais lu le livre après y avoir joué. Oui. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. C'est un jeu qui est sorti en 2018, qu'elle a auto-édité, puisque elle l'édite avec sa propre société, maison d'édition. Maison d'édition Hollandspiel. Voilà. Alors, on va être très honnête. On est sorti de la partie, on a détesté. Ben, le jeu lui-même. Oui. Et même, on était un petit peu agacés parce qu'on trouvait que le jeu n'accomplit pas, ne réalise pas la promesse de nous faire comprendre les systèmes d'oppression autant qu'on pensait que ça le ferait à la lecture du livre. Voilà. Et le disclaimer, je te laisse le prononcer ou à peu près. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est sorti du jeu agacé et fatigué, je pense. Et ouais, vraiment, c'était vraiment notre truc et on n'était pas satisfait. Non. Voilà, on peut le dire. Mais on va faire un disclaimer parce que effectivement, tout ce qu'on va dire sur le jeu, notre partie qui est aussi une partie on peut pas dire que ça vaut pour tout le monde et que ça vaudrait si on rejouait au jeu. Hein. Ben, c'était une première partie, donc on maîtrise pas et tous les inconvénients d'une première partie d'un jeu. D'un jeu qui est quand même très particulier, dans une démarche qui est particulière. Donc, tout ce qu'on va dire, en fait, sur notre première expérience et aussi qui va peut-être être tempéré dans nos propos, ça n'invalide pas, selon nous, le propos que Amabel Holland, elle tient, notamment dans son livre et dans son travail. Pour avoir terminé le livre récemment, et on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, moi, je trouve que le livre est absolument passionnant. Amabel Holland, elle a un vrai talent d'écriture, elle a un vrai talent de vulgarisation, d'idées qui sont qui pourraient être restituées de façon beaucoup plus complexe, mais de fait, du coup, moins accessible pour un ou une lectrice lambda. Toutes les idées qu'elle développe sont pertinentes, qu'on y adhère ou pas, ça c'est vraiment important. Évidemment, je pense qu'en disant qu'on n'a pas aimé notre première partie, on risque de faire plaisir à tous ces gens, on va dire un peu réac, qui ont tellement envie de dire que tout ce genre de courant, comme le travail d'Amabel Holland, c'est un peu du bullshit.
Il y en a plein dans le monde ludique, en fait, on s'en rend quand même compte, surtout si on a le malheur de traîner sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai envie de dire, ne prenez pas notre restitution d'une partie comme une invalidation de ce que dit Amabel Hollande, de ses propos, de son travail et du fait qu'on mette tout ça à la poubelle. C'est pas du tout le cas. Et de toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, en vrai, vous n'avez en réalité aucune raison d'écouter ce podcast. En fait, il est probable que vous ne l'écoutiez pas. Vous ne l'écoutez pas, sinon c'est que vous êtes vraiment grandement masochiste. Et comme j'ai cette chance de n'avoir aucun impératif d'écoute pour rien, je veux dire, ça ne changera pas mes capacités de nourrir mes enfants à la fin du mois. N'écoutez pas, je m'en fous. Ne venez surtout pas me casser les pieds sur les réseaux sociaux après. Voilà, pour me dire, ah gna gna gna, on le savait qu'Amabel Hollande, c'était de la merde. Franchement, non. Donc, on a quand même fait, nous, la démarche de lire le livre et de jouer au jeu. On est plutôt quand même en accord intellectuel avec les thèses qu'elle défend. Et en tout cas, même si on n'est pas complètement d'accord ou pas d'accord sur tout, on est intéressé par ce qu'elle dit et on trouve que ça mérite quand même au moins de se questionner. Ah, il y a des idées qui méritent d'être fouillées, là, ouais, de réfléchir. Totalement. Le problème, c'est que son jeu emblématique, à notre avis, a un pouvoir de transformation sociale assez mince et qu'elle y met beaucoup de travail, de temps et dont on en parle beaucoup. Et on était un peu, on était déçus de notre expérience, en fait, disons-le honnêtement comme ça. Ouais. En fait, c'est une déception pour moi qu'il y a une forme d'incompréhension entre le propos, ce que tu m'avais expliqué, restitué et pour avoir lu le livre, ce que tu m'as restitué, c'était exactement ça, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas de... Oui, rassure-moi. Ce que j'ai dit dans la chronique, ça correspond à peu près à ce qu'il y a dans le livre. Ah, mais totalement. En fait, évidemment, c'était pas non plus un résumé exhaustif chapitre par chapitre, parce que sinon, on aurait pu faire 5 heures dessus, hein, même... mais ce que tu m'avais restitué, c'est ce que j'avais compris. Et en lisant, il y a juste des points où c'était un peu plus. Mais c'est normal, ça, c'est la différence entre avec la lecture. Et il y a des choses aussi peut-être sur lesquelles moi, je vais être plus interpellée, comme on dit, que toi. Et c'est normal, c'est aussi l'intérêt. C'était aussi l'intérêt, c'était d'avoir notre complémentarité de lecture, hein, qui est pour moi hyper intéressante. Mais effectivement, moi, j'ai éprouvé de la déception et une forme d'incompréhension en réalité. Incompréhension entre les promesses formulées et ce que moi, j'ai trouvé dans mon expérience de partie. Oui. Après, on peut peut-être le tempérer, quoi. D'abord, on va aussi parler quand même, il faut quand même en parler, il faut parler de l'édition, parce que ça, c'est un sujet qui, même si je pense qu'Amabel Hollande, elle s'en fout un peu, qui ne nous aide pas parce que on n'est pas habitué à ces standards-là. Enfin, en tout cas, moi, je n'y suis pas habituée. Je pense qu'on peut dire que l'édition, elle est quand même austère. C'est pas vraiment un défaut en soi, mais c'est pas très ergonomique. Et déjà, on voit que rien que ça va créer une pénibilité qui est déjà en elle-même fatigante, même physiquement, en fait, en termes de manipulation et d'apprentissage des règles. Bon, alors moi, déjà, oui, c'est austère, mais pas que. On est un peu en désaccord là-dessus. Moi, je trouve, je vais être un peu méchant, c'est mal édité, à mon sens. Je trouve que, c'est sûr, on me dit toujours, les wargames, il faut accepter, il y a une culture dans la façon de rédiger les règles. Mais ça demeure mal rédigé, à mon humble avis. Ensuite, il y a de l'inconstance au niveau de l'iconographie. Parfois, c'est complet, parfois, ça ne l'est pas. Et il y a des exceptions, mais ça fait partie du wargame. Bref, non, il n'y a pas tant d'exceptions. Mais non. Bref, il n'y a rien qui est là pour nous aider à jouer au jeu. Et à un moment donné... Oui, de façon fluide. Oui, c'est ça. Donc, le jeu n'est pas fluide parce qu'il y a tellement d'allers-retours, malgré qu'au final, c'est relativement simple. C'est ça un peu le paradoxe. Oui. Les règles sont pas ultra compliquées. J'ai déjà joué à beaucoup plus compliqué, mais ça fait en sorte que on pense à l'apprentissage des règles, à leur compréhension, plutôt qu'avoir l'esprit tourné sur... le message que le jeu pourrait transmettre. Et là, je trouve que l'édition devient un problème en soi et nuit au message qu'elle veut transmettre. Parce que ça détourne notre attention, notre mémoire vive, comme je dis parfois. Ouais. Alors, même si on essaie d'en faire abstraction, on peut essayer d'en faire abstraction pour après parler du jeu. Mais moi, j'avoue que c'est aussi difficile de le faire complètement. Parce que ça ajoute une couche de complexité cognitive en réalité, oui, qui occupe des facultés intellectuelles. Or, comme tout le propos d'Amabel Hollande, c'est quand même de dire que justement son jeu, il est là pour nous faire réfléchir et utiliser
nos capacités intellectuelles plutôt que nos émotions. Hein. Pour faire très simple, c'est un peu sa thèse. Comme ça t'en occupe déjà beaucoup, de fait, ça t'en laisse moins pour le reste, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et quand je dis aussi, il y a des éléments même dans le... J'ai aucun problème avec l'austérité, je pense, dans le ou le beige dans le jeu de société. J'ai joué assez de jeux à l'allemande, ça me convient parfaitement. Maintenant, quand ton plateau de jeu, c'est une feuille mince imprimée, c'est un peu limite, mais bon, je suis prêt à accepter. Sauf que là, comme elle a été pliée 4 fois et qu'il y a des plis qui ne, à moins d'avoir un fer à repasser, qui ne s'enlève pas, et que tu places des petits jetons de carton légers et qui glissent depuis le pli, là, je m'excuse, mais ça devient un problème parce que tu détournes notre attention de ton jeu, de ton système et de ta thèse pour nous ramener dans le fait que tu as fait un truc qui ne supporte pas, en fait, ce qu'il devrait. Ouais. Alors après, elle l'explique, hein, elle édite ses jeux à la demande, en fait, hein, donc je veux dire, elle est pas sur... je pense que ceci explique cela, elle est pas dans une production classique de jeux de société, etc. Hein, ça, c'est clairement... donc je pense qu'il y a aussi des considérations économiques derrière ça. Oui. Mais voilà, effectivement, ça reste un problème quand même qu'on peut noter parce que, comme tu le dis... il y a même de la manipulation qui devient complexe parce que les jetons, ils se barrent tout le temps. Hein, faut pas se mentir. Et ça ne nous aide pas. Je sais pas si tu veux qu'on fasse un rappel un peu rapide des grandes idées de Amabel Holland dans son livre. Oui. Donc, tu l'as lu plus fraîchement que moi, alors je te laisse te lancer. Ok. Alors, je vais essayer de faire, tu me corriges. D'accord. Ça, c'est les idées que moi j'ai notées en le lisant qui me paraissaient vraiment fondamentales. Il y aura bien sûr plein de raccourcis. Donc, la grande thèse de Amabel Holland, c'est que les mécaniques sont des métaphores qui vont permettre de rendre compte de systèmes, et notamment des systèmes d'oppression, mais compris dans leur globalité. C'est la notion, en fait, de modélisation. Elle dit que c'est difficile, en fait, pour les humains de comprendre des systèmes, parce qu'en fait, on est conçu pour comprendre des histoires. La difficulté des systèmes, c'est qu'ils sont intangibles, et c'est pour ça qu'elle fait l'analogie avec des fantômes, parce qu'elle dit qu'ils hantent notre monde sans existence matérielle. Sans qu'on les perçoive. Voilà, sans qu'on les perçoive. Et alors moi, je sais pas toi, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Le jeu doit se concevoir comme un système. Je suis d'accord pour dire que les jeux sont plutôt des trucs mathématiques. Ah! Oui. On en revient là. Elle dit que c'est pour ça qu'en fait, c'est peut-être le meilleur média pour modéliser des systèmes, à l'opposé de la littérature, du cinéma et même du jeu vidéo, parce qu'elle explique que dans le jeu vidéo, même s'il y a des systèmes, il y a une difficulté technique qui est plus qui se rajoute en fait. On ne peut pas percevoir sans un effort supplémentaire. Enfin, je sais plus comment elle le formule, mais elle l'explique mieux. En fait, tout simplement, c'est que le jeu vidéo, tu peux ignorer la règle et tu vas finir par la comprendre, mais t'as pas besoin de la connaître entièrement. Voilà. Tu t'en fous de savoir si ça fait 18 ou 48 points de dégâts. Le système le fait pour toi. Et dans un jeu de société, au contraire, tu ne peux pas commencer le jeu sans connaître les règles. Donc, exactement. T'es forcé. Donc en fait, t'es obligé d'avoir, avant de jouer, t'es obligé d'avoir une connaissance du système dans sa globalité pour comprendre ce que tu vas faire. Et je trouve que ça explique bien pourquoi une discussion qu'on a eue d'ailleurs par ailleurs tous les deux sur le fait que les tutoriels ne fonctionnent pas bien dans les jeux de société. Peut-être un sujet sur lequel on reviendra un jour. Oui. Amabel Holland, elle parle beaucoup aussi de l'immersion. Elle fait la distinction entre entreprendre une action par l'intermédiaire d'un avatar et d'avoir la sensation d'être dans ce corps. Elle dit que dans le jeu vidéo, par exemple, on habite un corps numérique, alors que dans le jeu de société, on va passer par un intermédiaire et forcément une forme de cérébralité. Elle fait beaucoup référence là-dessus à sa propre expérience de dysphorie de genre pour expliquer cela, ce qui explique pourquoi le fait de dire que c'est une femme trans a beaucoup d'importance. C'est aussi quelque chose auquel elle fait beaucoup référence dans l'ouvrage pour expliquer aussi la notion d'immersion, mais aussi la notion d'oppression, ce genre de choses, en fait, auquel elle fait référence. Oui, donc c'est quelque chose que j'avais mentionné un petit peu rapidement. J'y tenais vraiment dans la présentation. Malheureusement, j'avais pas insisté sur le pourquoi c'était important, mais oui, sachez que son cheminement qui l'a amené à comprendre sa condition, l'aide aussi dans son travail de création et d'idéation des jeux qu'elle publie. Elle a insisté aussi beaucoup sur l'agentivité. Et qu'on pourrait peut-être synthétiser sur la question, c'est est-ce que joue-t-on le jeu, joue-t-on le jeu au sens propre, hein, le jeu qui est devant nous, ou bien est-ce que c'est le jeu qui nous joue? Ça, c'est une question que je trouve
cette phrase, je la trouve magnifique en fait, dans tout ce qu'elle peut susciter comme interrogation derrière. Ah, elle est pas mal. Ouais. Elle va prendre 2 exemples en fait dans lesquels elle considère que la gentilité est très différente. Elle va parler d'un jeu auquel je meurs d'envie de jouer maintenant, bien sûr. Meltwater de Erin Escobedo, qui est quelqu'un qui l'a beaucoup influencé. Tu as joué? Est-ce que c'est pas le jeu qui sera réédité chez Capstone ou je me trompe? Oui, OK. Si, il ressort en 2025, exactement. Alors, je vous renvoie, je mettrai les liens, mais je vais pas expliquer les jeux, hein, dans lesquels, en fait, les joueuses vont avoir une très grande agentivité, très peu de contraintes, énormément de contrôle sur ce qu'elles font. Du coup, on va avoir une immense immersion, puisqu'on incarne pleinement la faction qui nous est assignée. Mais dans ce jeu, en fait, Erin Escobedo, elle ne le fait pas pour qu'on éprouve de l'empathie, mais pour qu'on ressente vraiment l'horreur et qu'on ne puisse pas nier qu'on a été complice du système. C'est un jeu horrible où en fait... L'horreur de ce qu'on va faire nous-mêmes dans le jeu, là. Ouais, ce qu'on va faire, c'est on a intérêt à laisser les gens crever de faim. En gros, c'est pour très synthétiser. En fait, on y a vraiment intérêt, on y est poussé... Enfin, et on a toute liberté pour le faire. Et en fait, on va prendre soi-même les décisions. Elle le compare avec Pax Pamir. Je vais parler de la seconde édition, celle qui a été retravaillée par Cole Wehrle, parce que le jeu n'est pas exactement le même entre la seconde et la première édition, dans lequel on a une faible agentivité, parce qu'en fait, on a peu de contrôle sur ce qu'on fait, sur les forces en présence. On n'incarne pas les grandes puissances, on incarne des familles qui essayent de se démerder un petit peu pour tirer leur épingle du jeu dans le contexte de l'Afghanistan. De naviguer dans des temps troubles, en fait. Voilà, c'est l'Afghanistan du 19e siècle. Et donc, les joueuses, leur agentivité, elle ne va s'exprimer que dans le comment contourner la contrainte. Et là, la complicité, elle va se faire ressentir dans la façon de gagner. Parce qu'on va toujours, en fait, naviguer entre plusieurs factions. On va devoir prendre des paris, essayer de miser sur une faction qui s'en sortira mieux que l'autre, mais on ne sait pas à l'avance puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et les cartes sont complètement random, en fait. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais c'est une forme d'esclavagisme. C'est de dire quel maître va l'emporter et c'est devant lui que je vais m'agenouiller un peu. C'est exact, ouais. J'ai joué une fois à Pax Pamir, 2e édition. Moi aussi. Okay. Ouais, pareil. Elle parle aussi de beaucoup de jeux de Cole Wehrle qui sont dans la même dynamique. Mm-hmm. Et ensuite, elle va parler beaucoup, bien sûr, de ceux sur quoi on avait beaucoup insisté dans ta chronique, l'émotionnel versus la distanciation. Elle pense que l'immersion, c'était une technique qui nous empêche de comprendre les systèmes, parce qu'elle fait appel à nos émotions, et elle nous fait voir aussi que le prisme de notre faction. D'ailleurs, elle parle beaucoup des jeux asymétriques comme étant particulièrement contre-productifs lorsqu'on incarne une faction en particulier. On voit les problématiques de notre faction et pas la globalité, en fait, du système. On est manipulé par nos émotions parce que l'empathie est provoquée, et on va donc avoir de l'empathie pour la faction qu'on incarne. À l'inverse, la distanciation, c'est tout ce que tu avais expliqué sur la référence au travail de Bertolt Brecht, donc le V-effect. Donc c'est à quel moment on rompt justement l'identification, l'immersion, l'empathie pour rétablir de la distance et donc rétablir les capacités d'avoir du sens critique sur ce qu'on voit. Une réflexion intellectuelle sur ce à quoi on assiste. Voilà, et elle parle aussi du travail d'un cinéaste qui s'appelle Peter Watkins. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, elle parle de Brecht, elle parle beaucoup de Mother Courage, qui est donc une de ses pièces, Mère Courage, où elle explique tout ce que le personnage de Mère Courage est abominable, etc. Et pourtant, elle dit bien que les spectateurs, en fait, spectatrices, éprouvent de l'empathie et trouvent des justifications au comportement de Mère Courage. En fait, le travail même de Bertolt Brecht n'a pas forcément été bien compris. Là, je me contredis avec, je t'ai dit que c'était... Un peu comme... quand on a discuté, parce qu'on a discuté de Breaking Bad et du personnage de Walter Machin. Oui. Et Walter White. Bon, si au début on trouve des raisons et on peut justifier ses agissements, petit à petit, en fait, plusieurs spectateurs ne se rendent pas compte que ces agissements ne sont plus du tout justifiés et que on devrait, je vais sonner moralisateur, mais en fait, là, on devrait condamner un peu ces agissements rendus à un certain point. Et c'est lui-même qui, à la fin, le dit. Non, ce que je fais là, ça n'était plus justifiable. Oui. Mais je l'ai fait parce que je l'ai aimé pour des mauvaises raisons. En fait, je me faisais croire que c'était pour ma famille, blablabla. Oui. Et il dit, je l'ai fait de façon égoïste, juste pour moi. Oui. Il le dit à la fin, ouais. Mais je pense que c'est essentiel qu'ils le disent et je pense que plusieurs spectateurs, malgré tout, qui ne l'ont pas compris parce que j'ai cette intuition, j'ai peut-être tort, mais que peu importe le personnage principal que l'on suit, on développe toujours de l'empathie pour lui ou elle.
Et on va toujours avoir tendance à prendre son parti, à le défendre et à vouloir qu'il réussisse, même quand c'est un meurtrier en série, même quand blablabla. Bref, c'est le problème de la fiction, peut-être. Oui, enfin c'est le problème. Après, c'est à chacun, là encore, c'est à chacun de mettre son curseur moral où il veut, voilà, de regarder, pas regarder, éprouver de l'empathie ou pas de l'empathie. C'est très compliqué de toute façon, enfin de maîtriser ces émotions-là. De toute façon, elles se font parfois même un peu à nos dépens, hein, sans qu'on puisse complètement le maîtriser, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu pour resituer les théories, et Amabel Holland, elle le dit bien, hein. Elle ne veut pas faire éprouver d'empathie pour les salauds. Enfin, elle le dit quasiment comme ça. Enfin, peut-être pas formulé exactement ça, mais oui, mais ça, j'avais cité le passage. Donc, elle voulait pas qu'on développe de l'empathie, particulièrement dans This Guilty Land, pour les esclavagistes, parce que their point of view is not worth exploring. Et elle a dit, ce sont des gens qui ont tué, qui ont transigé des êtres humains, donc rendu là, t'as beau avoir de la petite misère dans ta vie, on s'en fout un peu. T'es quand même pas gentil si t'étais un esclavagiste. Et d'ailleurs, en fait, le thème de This Guilty Land, ce n'est pas l'esclavage, contrairement à ce qu'on pourrait penser si on n'a pas, on s'est pas intéressé plus que ça au jeu et qu'on voit juste la couverture et qu'on voit juste une présentation très succincte. Le thème du jeu, c'est vraiment le débat politique des forces en présence avant l'abolition de l'esclavage. Donc Holland, elle dit qu'elle considère qu'en tant que personne blanche, elle n'est absolument pas légitime à le faire, à parler d'esclavage. Et elle dit qu'elle a trop ce qu'on appelle la distance du privilège, en fait. En tant que personne blanche, ce serait trop facile de venir parler d'un sujet qui ne la concerne pas, alors que c'est un sujet qui concerne pour de vrai des personnes qui ont toujours des résonances dans leur vie actuelle, qui ont pu concerner leurs ascendants, leurs ancêtres, leurs familles, et qui peut toujours avoir des conséquences douloureuses dans le présent. J'ai toujours un petit malaise avec ce genre de déclaration quand même. Pour ma part, tiens, ce sera moi le réac aujourd'hui, mais qu'une personne s'intéresse et fasse des recherches et fouille un sujet et dise « Non, mais parce que je suis pas de la bonne couleur et que j'ai pas les bons ancêtres, je ne peux pas en parler », ça me met mal à l'aise, vraiment. Parce que j'entends, par exemple, des fois des gens concernés par un sujet parce qu'ils sont de la bonne descendance et mais dire des âneries, des faussetés. Donc, j'ai toujours un malaise devant ce genre de déclaration. Bon. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle estime qu'elle n'est pas là à même de traiter le sujet. Et là, c'est un jugement qu'elle fait personnel. Elle interdit pas à autrui de le faire. En fait, c'est elle, c'est. Ben oui, elle interdit parce qu'elle dit parce que je suis blanche, je peux pas le faire. Donc, elle l'interdit à tous les blancs. Et ça, je sais pas, je pense qu'elle dit qu'elle ne veut pas le faire plutôt. Bon, faudra relire, mais c'est deux choses bien différentes. Est-ce que je veux pas le faire parce que je suis blanche, mais donc je porte le jugement que tous les blancs ne pourraient pas parler d'esclavage? Aïe aïe, c'est gros comme statement. On en reparlera probablement dans la saison 3. D'accord. Parce qu'en fait, cet aspect-là m'a fait penser à un jeu auquel j'ai joué qui s'appelle Freedom the Underground Railroad. Je ne sais pas si tu y as joué. Non. Qui est un jeu coop sur en fait le fait de faire évader tu dois faire évader des esclaves du sud des États-Unis pour rejoindre le Canada. Et c'est un jeu qui a été fait par une personne qui est blanche. Le jeu a été beaucoup salué, souvent il est adoré, les gens t'expliquent qu'ils ont été très immergés, que vraiment les esclaves qu'ils devaient sauver, ils y attachaient, il y avait quelque chose de beaucoup plus immersif et tout. Malgré tout, le jeu, selon moi j'ai pas du tout aimé le jeu, il soulève plein de questionnements qui sont en lien, à mon avis, avec cette déclaration d'Amabel Holland. C'est pas le moment d'en parler. Parce que voilà, ça mérite pour moi une chronique à part entière, mais on parlera de ce sujet en saison 3 si tu es OK. Donc en fait, du coup, dans le jeu, on va pas trouver de cubes dans This Guilty Land, on va pas trouver de cubes d'esclaves, ni d'actions qui sont offertes aux joueuses pour perpétrer l'esclavage. Et je lui en sais gré à Amabel Holland de ne pas avoir fait ça, parce que d'autant plus que moi, dans notre partie, j'ai joué l'oppression, bien sûr. C'était toi la méchante. Bien sûr, toujours dans les jeux comme ça, c'est toujours moi qui me retrouve avec ce rôle-là, quoi. Est-ce que tu veux expliquer rapidement comment on joue à This Guilty Land ou tu penses que c'est... Donc très rapidement, une joueuse incarne l'oppression et un joueur incarnait la justice avec un J majuscule.
Et là où on peut agir essentiellement, c'est sur l'opinion des politiciens. Donc, il y a le Sénat et il y a la House of Representatives, donc la Maison des représentants. Je traduis mot pour mot. La Chambre des représentants, ouais. Voilà, la Chambre des représentants. Donc, on peut agir là pour faire en sorte qu'on fait passer des lois. Mais en fait, les lois, on les fait pas vraiment passer. On amène un curseur qui est assez abstrait, qu'on comprend mal sa fonction, parce que dans ma tête, une loi, elle passe ou elle ne passe pas, mais là, c'est plus flou que ça. Donc, et ces lois qu'on arrive à mettre en jeu pour déplacer ces curseurs vont donner des points de victoire récurrents à la faction vers où on s'est dirigé. Et une autre façon de marquer des points de victoire, c'est de dépenser des points d'action au lieu de les utiliser pour jouer les cartes qui sont devant nous. On pourra dépenser ces points d'action pour faire des points de victoire. Donc, on cherche, je pense que c'était assez mal expliqué, je vais reformuler, mais on cherche à influencer les politiciens qui sont en place pour les amener soit plutôt favorables ou convaincus de notre côté et de façon à pouvoir passer les lois qui vont nous rapporter des points de victoire. C'est un wargame, c'est card-driven. Donc, les cartes, elles sont visibles dans un pool commun, mais évidemment, je ne peux jouer que les cartes de la justice et tu ne pouvais jouer que les cartes de l'oppression. Et elles seront dans ce pool commun, mais une fois que je les ai jouées, elles se retrouveront peut-être dans ma réserve personnelle. Mais ça aussi, c'est un espace qui est limité. Et les cartes n'ont pas le même effet que selon qu'on les joue depuis la réserve commune ou depuis la réserve personnelle. Oui, parce qu'en fait, les lois qu'on fait passer, c'est pas abolition de l'esclavage. Hein. Non. C'est des lois qui sont connexes à la question de l'esclavage, mais qui ne sont pas l'abolition de l'esclavage, puisqu'on sait que l'abolition de l'esclavage ne découle pas du vote d'une loi, mais en fait de la guerre civile. Décision politique. Oui. Voilà, mais de la guerre, en fait, c'est la conséquence de fait que le Nord a remporté in fine la guerre de sécession, quoi. Oui, et les lois, c'est plutôt ça affecte l'esclavagisme de façon indirecte. Par exemple, on nous explique que l'apparition de tarifs, ça date pas d'aujourd'hui, mais bon, les tarifs vont influencer la vie des esclaves parce que X, Y, Z. Donc, c'est des trucs qu'on pourrait penser externes à l'esclavagisme, mais non parce que ça a un impact direct sur la vie de ces personnes. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai trouvé que la façon de passer les lois, c'était vraiment ce qui était le plus nébuleux dans le jeu. Parce que comme tu l'as dit, en fait, pour présenter une loi, il faut avoir, comme dans un schéma législatif classique, hein, il faut que la loi elle soit adoptée d'abord par la Chambre des représentants ou le Parlement, et ensuite qu'elle soit aussi adoptée au Sénat. Et c'est cette double validation en fait qu'on doit avoir dans le jeu, sauf que avec des règles différentes chaque fois. Avec des règles différentes et avec la possibilité de jouer des cartes à ce moment-là pour retourner en fait les fameux compromises, c'est-à-dire ceux qui sont indécis. On a des indécis à notre couleur. Ils sont favorables, on va dire. C'est on les appellerait des sympathisants peut-être, tu vois. Ils sont mais c'est des gens qui veulent pas s'investir, qui veulent pas prendre vraiment parti ou qui savent pas trop ce qu'il faut faire. En fait, c'est l'incarnation du fameux statu quo, qui a aussi une notion qu'elle explique beaucoup. Hein. Elle dit le statu quo ne fait que et c'est toute sa démonstration, c'est de dire tout le cœur du jeu, il est sur les fameux compromises, ces indécis qui sont pour elle emblématiques de parce qu'il ne se passe rien, parce qu'ils ne font rien et c'est eux qui font que le statu quo se maintient, permettent de maintenir les systèmes d'oppression. Et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps que j'ai trouvé hyper bien pour expliquer ça, c'est si moi, par exemple, je pose une bouteille sur le bord de la table et que je la pousse pour que la bouteille tombe par terre, t'as 3 possibilités. Soit tu m'aides à pousser la bouteille et la bouteille va tomber, soit tu pousses la bouteille en sens inverse. Et là, de toute façon, là, il va y avoir un rapport de force, mais la bouteille ne devrait pas tomber imaginons qu'on est une forêt. Ou alors tu ne fais rien. Mais si tu ne fais rien, la bouteille tombera aussi. Oui. Tu vois? Et c'est vraiment ça. L'idée de je ne fais rien, ne rien faire, c'est aussi faire un choix en réalité. Enfin, on peut pas juste dire, moi j'ai rien fait, je suis pas quelque part. En fait, si c'est faire quelque chose, enfin c'est laisser quelque chose se faire en tout cas. Et je pense que c'est un peu ça. Et moi, cette histoire ça, j'ai trouvé ça atroce dans le jeu. Ces histoires de retournement des jetons compromise au Sénat et le fait qu'on doive tout le temps recalculer qui avait la majorité. J'ai trouvé ça ultra nébuleux.
Et ça a tellement affecté, ça m'a tellement créé de la charge mentale pendant la partie qu'en fait, comme si ça m'avait retiré toute capacité de réflexion au-delà de compter les trucs. En fait, j'étais vraiment tout le temps dans le flou de où on en était pour voter les lois, quoi. Et je pense que c'est peut-être, là, c'est une idée qui vient de popper, mais elle veut qu'on comprenne à quel point c'est pénible de passer à travers le système législatif pour changer les choses. Et à la limite, c'est peut-être justement ça, c'est que ça détourne, tu sais, elle parle beaucoup des conditions de victoire qui guident le sens d'un jeu. Mais ici, en fait, le sens du jeu, ce n'est peut-être pas nécessairement de gagner la partie, mais j'allais dire de te faire chier à comprendre comment le système ou à te faire chier à te coltailler au système. Ah tiens, coltailler, je suis pas sûr que c'est compris chez vous, mais bon, à te mesurer à lui. Je pense qu'on a compris l'idée, ouais. À interagir avec. Donc, mais c'est ça qui est déroutant parce que ça transforme tellement l'expérience ludique que nous avons depuis des décennies parce que trahissons notre âge, révélons notre âge, ça fait plusieurs décennies que toi et moi on joue à des jeux de société. Donc, ça crée une dissonance qui est difficile à accepter, à intégrer, en fait. Oui, et en plus... Je joue à un jeu pour y gagner, généralement. Voilà, je pense qu'on s'est fait la réflexion qu'avec un peu de recul, que peut-être que on a tellement aussi formaté par des années de pratique ludique qui va toujours dans le même sens, que d'être face à quelque chose d'aussi déstabilisant, quand bien même on avait lu le livre, quand bien même on savait à peu près ce qu'on allait y trouver, parce qu'on savait que ce serait frustrant, on savait que ce serait long, laborieux, on savait que ce serait chiant. Non, mais non seulement on connaissait la thèse, on connaissait même les arguments et la façon de nous amener à cette thèse-là. Oui. Et malgré tout, on a... Et en plus... Tu vois, on en rediscute beaucoup pendant des heures, parce qu'après la partie, on en a discuté, et puis avant cet épisode-là, et on a écrit... Et les jours d'après, on a tous les jours... Et en relisant le livre, on arrive difficilement à la même conclusion qu'elle, ou en tout cas à tirer les messages qu'elle voudrait qu'on en tire. Ça prend... Il faut que tu t'arrêtes plusieurs heures en dehors du jeu à en discuter. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, alors là, c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais si le propos, c'est de modéliser effectivement le fait de la capacité d'inertie des systèmes législatifs, qui est quelque chose qu'on observe. Je veux dire, on a plein d'autres exemples historiques autres de gouvernements qui ont été incapables de passer des lois parce que pas d'alliance suffisante et pas ces fameuses majorités, en fait, tu vois. Nous, c'est un sujet. Alors Obama, tu connais le Obamacare, le truc sur l'assurance maladie aux États-Unis, il a jamais pu le passer comme il voulait parce que il était bloqué par le Sénat, je crois, qui était républicain. Donc on a un bon exemple d'un politicien qui avait une volonté forte pour un programme social, je pense, légitime d'assurance maladie américaine, et ça a été bloqué. Et le problème, si tu veux, c'est que... Après, c'est peut-être lié aussi à nos parcours personnels. Moi, j'ai fait des études de droit, j'ai fait du droit constitutionnel, j'ai fait des études... forcément, il y avait des sciences politiques. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai étudiées par ailleurs. Et je l'ai étudié de façon systémique. Parce que quand on étudie ça... Donc, je vais dire un truc affreux, mais... J'ai pas besoin qu'on me le modélise dans un jeu pour le savoir. Tu vois? En fait, je me dis, mais quelle est la limite? C'est-à-dire quelle est la limite de ce que ça t'apprend vraiment? Est-ce que tu l'as plus vu ou pas? J'ai pas le sentiment. J'arrive pas à savoir quelle est la valeur ajoutée du jeu dans ma compréhension de toute, de comment fonctionne le système politique, quoi. Le système, plus que le système politique, même le système législatif, en fait. On est il y a ça, mais de façon plus large, j'allais dire des réactions humaines, parce que il y a des choses qui fonctionnent bien, là, par exemple la carte violence. Hein, oui. Donc quand un joueur, une joueuse, que ce soit l'oppression ou la justice, joue la carte violence, et il faut les jouer, ces cartes-là, on ne peut pas s'en débarrasser autrement. Ça va radicaliser une partie des gens qui nous sont favorables, du compromis, mais ça va nous aliéner d'autres personnes. Et en y réfléchissant, on se dit, oui, c'est vrai, quand il y a un groupe plus extrême qui arrive dans la rue et qui fait du grabuge, ça va galvaniser ceux qui sont déjà favorables. Mais en même temps, ça va t'aliéner une partie des gens qui t'étaient plutôt sympathiques, mais qui trouvent que ils sont allés trop loin, donc je change d'opinion. Cette espèce de position que je trouve un peu bête, que
tu trouvais que c'était plutôt la meilleure idée, ce que ces gens-là défendaient, mais parce qu'ils emploient une mauvaise façon pour la mener, là, tu prends le camp adverse, tu changes de parti. Mais bon, cette carte-là, elle fonctionne, elle représente bien une réalité, mais tu aurais pu juste me l'expliquer. J'ai pas besoin d'un jeu qui dure 90 minutes pour le comprendre. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu exactement ce que tu dis. Enfin, est-ce que le jeu m'apporte plus en termes de compréhension du système, que ce que j'en savais déjà par d'autres biais, quoi. C'est là où je suis assez inconfortable. C'est peut-être plus réel parce qu'on l'a vécu maintenant, tu sais, je veux dire. Et là, on retourne quasiment. Est-ce que c'est pas de c'est pas de l'empathie, mais je veux dire, pour l'avoir vécu, j'ai donc une connexion émotionnelle avec la frustration que j'ai vécue de pas être capable dans le jeu d'accomplir mes buts. Mais on repasse par l'émotion plus que par l'intellectualisation, non? Mais et c'est exactement ça, parce qu'en fait, elle dit, la sensation de jeu, on ne ressent aucun moment d'exaltation. T'as jamais l'impression d'avoir fait un bon coup. C'est vraiment poussif. Le jeu, il est épuisant. Tu souffres parce qu'en fait, souvent, ce que tu fais, t'as l'impression que tu fais un truc qui va t'être favorable, mais en fait, ça te défait autre chose par ailleurs. Donc, tu fais que fragiliser ta position au fur et à mesure. Et Hollande, elle dit, on doit ressentir le désespoir et la frustration. Mais de fait, si c'est ça, on revient pour moi à de l'émotionnel. Oui. Effectivement, j'ai le sentiment que peut-être des gens qui font du lobbying pour des lois peuvent ressentir quand ils se heurtent à toute l'inertie du système législatif et au fait qu'en réalité, ce ne sont pas ceux qui sont porteurs ou porteuses des projets de loi qui font la loi, c'est cette masse des gens un peu indécis qui n'ont pas vraiment de conviction ou des convictions floues. Alors on en revient là, la distanciation, je la retrouve plus. C'est bien la frustration, c'est bien une émotion, c'est quand même, ça reste une émotion. Oui. Tu vois, en fait c'est là où je suis pas super au clair. Alors en même temps, elle le dit plus tard. Hein, elle dit qu'en vrai on peut pas complètement foutre en l'air, enfin on peut pas mettre de côté complètement l'immersion. Elle le dit plus tard dans la conclusion du livre. Donc je me dis que peut-être que c'est Guilty Dawn, c'est juste un jeu extrêmement radical dans son propos. Que c'est peut-être pas le jeu parfait pour porter le message, mais que c'est peut-être juste quelque chose de très expérimental dans la démarche pour pousser le truc le plus loin possible. Mais en vrai, ce que je retiens moi, c'est plutôt la frustration et ce sentiment d'impuissance totale que t'as à faire passer une loi. Et je pense qu'on a fait passer une loi, en fait. J'ai dû réussir à un moment à en faire passer. T'as réussi une fois. Et moi, 0, parce que je me suis un peu peinturé dans le coin et j'ai mis trop de cartes dans ma réserve et là, je pouvais plus m'en débarrasser et j'ai mal joué et c'était foutu pour moi. C'était fini. Je pouvais plus rien faire. Ouais. Et d'ailleurs, et là, par contre, c'est intéressant, c'est que le jeu te montre que s'il ne se passe rien, qu'aucune loi n'est votée, mécaniquement, quasiment tout le temps, l'oppression va l'emporter. Oui. Donc l'oppression, c'est-à-dire le système en place, en réalité, puisque le jeu commence, moi je gagne des points de victoire. Enfin, en tant qu'oppression, je gagnais des points de victoire, quoi qu'il advienne chaque tour, si rien ne bougeait. T'en avais un en partant, un point récurrent. Voilà. Donc j'étais sûre d'avoir. En fait, j'avais quand même une sorte de revenu qui revenait tout le temps, enfin qui était acquis. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mm-hmm. C'est aujourd'hui, avec le recul, que j'ai repensé à tout ça en lisant le livre et en rediscutant avec toi, qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes qui me sont venues. Mais si je fais le constat au sortir de la partie, on s'est dit, enfin moi, mon ressenti, c'était atroce, une purge. Mais en fait, c'est sur la diffusion du message, parce que l'idée, c'est que... Parce que là, oui, on y a pensé, mais on l'a dit des heures, voire des jours. Et... on arrive finalement à peut-être être d'accord en partie avec l'effet qui était recherché, mais sur l'efficacité de la diffusion, on n'est pas là du tout parce que t'as peut-être pas envie, à moins qu'on te le demande avec insistance, d'y rejouer, de le montrer. Est-ce qu'on va rejouer une partie? Bref, il y aura un problème de diffusion avec le jeu. Je n'aurais pas envie d'y jouer parce qu'il n'y a pas de plaisir et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt stratégique à y jouer. Le jeu est assez répétitif. Et donc, en quoi c'est efficace? Aussi bien me l'expliquer. Et le message lié au système, on l'a. Enfin, je veux dire, on l'a déjà intégré. Donc, en fait, t'as du mal à comprendre ce que la deuxième partie t'apporterait, en réalité. C'est peut-être un peu ça aussi.
Ben, j'en reviens c'est de l'avoir vécu. À part une curiosité. Ah oui, excusez, la deuxième partie, oui. Ouais, tu vois, rejouer une deuxième partie. Ben maintenant qu'on maîtrise presque les règles, je suis pas certain, ce serait un peu plus fluide. Mais non, toi et moi, rejouer une autre partie, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est que toi, tu prennes ton exemplaire et que tu ailles le montrer à d'autres personnes. Oui. Mais ça va être assez limité. Et ce que tu dis sur la diffusion du message, c'est vrai parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit en sortant du jeu. C'est que le problème, c'est que le jeu en tant que tel, déjà, bon, c'est pas un jeu qui est accessible facilement. Enfin, en tout cas, en France, il est pas trouvable. Non, et il est très cher et il est très moche. Bon. Et je pense qu'en plus, si tu peux pas te le faire envoyer, je suis pas sûr que tu puisses te le faire envoyer des US. Ça se peut qu'elle refuse, ouais. Je crois qu'elle fait pas les. Et moi, je ne l'ai. Enfin, on l'a eu parce que toi, tu as pu l'acheter parce que t'es au Canada. En fait, sinon, on n'y jouerait pas de toute façon. Donc, mais le problème, c'est que nous, on était intéressés par le message. Donc, on a joué au jeu, on a relu, enfin, on reparle. Mais en vrai, à qui ça s'adresse à part des gens qui sont déjà intéressés par la question et qui ont déjà conscience des théories d'Amabel Holland, qui ont déjà conscience de ses propos, qui ont déjà une compréhension du truc et qui, du coup, connaissent déjà le message sur les systèmes. Et qui sont probablement déjà favorables. Là, évidemment, c'est facile aujourd'hui de dire que tout le monde est contre l'esclavagisme. Mais bon, maintenant d'aller plus loin et de dire qu'il y a des systèmes de pression en place, déjà c'est pas si simple que ça. Donc pour y jouer, faut déjà que tu sois c'est prêcher à sa paroisse, convaincu, par le propos. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs elle le dit dans la conclusion du livre. Elle dit, parce qu'elle parle d'œuvres aliénantes, pour qualifier This Guilty Land, en faisant référence justement au travail de Bertolt Brecht, qui était aussi considéré comme de l'alienating art. Elle dit « Je me demande encore quelle est l'utilité de créer une œuvre délibérément aliénante dans une forme qui n'est pas largement accessible. » Parce qu'elle dit bien que les jeux de société, comparés à d'autres médias, ne sont pas accessibles. C'est pas du tout des mainstream. C'est pas comme les films ou les livres ou même les jeux vidéo. Elle dit que c'est déjà une niche, en fait, en soi. Enfin, c'est déjà réservé à un certain public. Et en fait, c'est la principale limite. C'est-à-dire que tu peux dire, OK, moi j'aime l'idée d'une radicalité. J'aime le côté expérimental. Bien sûr, intellectuellement, je trouve ça hyper excitant. Mais ensuite, si tu le vois d'une vision de l'utilité, si tu as une vision téléologique, c'est quoi ta fin en soi? En vrai, ça se diffuse à personne. Parce que comment tu peux faire quelque chose qui refuse de séduire le public, qui veut même provoquer le malaise, le rejet, la frustration, et c'est un peu ce qu'on a éprouvé, on peut pas dire le contraire, alors même qu'on avait conscience de tout ce qu'on vivait, en fait, c'est déjà pas accessible le jeu de société en lui-même, celui-là il l'est pas, en plus il te fait du mal quand il joue. En vrai, est-ce que de fait, du coup, ton message et le système que tu décris, tout ça, ça va pas être complètement inaudible en fait pour celui qui le reçoit. À qui ça va s'adresser à part à des gens qui s'intéressent déjà au sujet en fait. Oui, mais bon, pour être parfaitement honnête, parce qu'on faisait un peu cette chronique pour dire à quel point c'était pas fonctionnel comme on l'espérait, ça lui donne une existence plus concrète parce qu'il y a un jeu dont on parle, dont on peut discuter, et de l'avoir vécu, j'y reviens, moi, ça rend peut-être plus facile d'expliquer ou ça rend l'idée plus concrète que l'emploi de la violence provoque ce que j'ai décrit il y a quelques minutes. Donc, oui, ça a un effet. Maintenant, il est bien mince. C'est Gilles Vigneault, notre poète national, à qui on demandait « Est-ce que la chanson est un outil de transformation sociale? » Et il disait « Oui, un peu. » Comme une statue est davantage polie une fois qu'on l'a polie avec une plume d'oiseau. Donc, on est un peu là, en fait. Et après, tu vois, sur la comparaison entre la lecture et le jeu, autant j'ai trouvé, donc le jeu, c'est l'expérience qu'on a décrite, autant j'ai trouvé la lecture du livre vraiment ultra satisfaisante. Mais je pense que c'est parce que, clairement, lire, ce n'est pas jouer. C'est vraiment... Bon, tu vas me dire merci beaucoup de cette précision. Merci beaucoup de cette précision. Parce que, en vrai, quand tu lis surtout un essai comme ça, parce que ça reste pour moi un essai, en fait, c'est toi, en tant que lectrice ou lecteur, qui est maître ou maîtresse de ton tempo. C'est-à-dire que tu peux faire des pauses, tu peux relire, tu peux réfléchir, tu peux faire des recherches complémentaires. Moi, j'ai fait beaucoup
de recherche en parallèle. D'abord parce qu'il y avait, comme c'est un livre qui est en anglais, il y a des choses que dont j'ai été vérifier le sens pour être sûr d'avoir compris. Parce que j'ai été faire des recherches en plus sur Bertolt Brecht, sur Peter Watkins, sur tous les autres jeux qu'elle citait que je ne connaissais pas forcément. Tu peux annoter. On peut dire que le livre que j'ai entre les mains, parce que je l'ai entre les mains là, il a été doublement annoté. Tu peux dialoguer avec l'autrice parce qu'il y a des moments où tu peux t'arrêter et dire mais Babel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. En fait, t'as ces moments. Et tu vas absorber les idées, les concepts à ton rythme. Donc tu peux te laisser des respirations. Et c'est là que tu te dis que la lecture, c'est vraiment une appropriation consciente. T'as conscience que t'absorbes des idées. Alors que quand tu joues, en fait, c'est pas du tout le même rythme. T'es quand même tenu à un rythme social. Ben, c'est ça, le contrat social avec les joueurs, les joueuses en présence. Il y a un autre truc, moi, deux petits trucs. J'étais un peu presque choqué par la symétrie qu'il y avait entre la justice et l'oppression. Parce que non seulement on appuie sur les mêmes boutons, mais nos cartes sont identiques à très peu de choses près. Mais alors ça, elle l'explique bien, pourquoi les cartes sont les mêmes. Dans le livre, elle le dit pourquoi elle a fait ce choix que les cartes ont un nom, mais en fait, les effets sont exactement identiques et pour les deux factions. Oui. Parce qu'elle explique que si les cartes sont trop individualisées, en fait, on est polarisé sur un événement isolé, quelque chose d'individuel. Donc, en fait, c'est telle carte que tu vas avoir. Elle prend l'exemple de Twilight Struggle. C'est telle carte que tu vas avoir qui va te faire gagner, etc. Sur l'événement précis au lieu du système. Ça, j'en ai parlé, mais... Voilà, c'est ça. On n'est pas tout à fait là parce que, oui, je comprends pourquoi elle veut qu'on insiste sur le système. Et donc, il n'y a pas beaucoup de fluff, il n'y a pas de petits textes en italique comme on a parfois dans des cartes Magic ou dans Twilight Struggle. Et elle insiste pas sur l'événement lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de voir deux personnes identiques, mais vraiment identiques, s'obstiner, la justice et l'oppression. Et j'ai un petit malaise ou parce que on agit de la même façon sur le système, je le comprends, mais si tu veux faire passer un message, en fait, je regarde les deux et les deux font la même chose. Donc, il n'y en a pas un qui est horrible ou parce que au final, tout ce qu'on fait, c'est retourner des jetons qui soient bleus, qui soient rouges. Ouais. C'est un peu pareil. Donc j'avais un petit malaise par rapport à ça. Si tu veux me faire... Bon, elle veut pas que je trouve l'oppression horrible. Effectivement, la joueuse qui incarne l'oppression n'est pas horrible, ne fait rien d'horrible dans ce jeu. L'autre truc mais ça concerne pas seulement ce jeu, mais tous les jeux qui sont des modélisations, c'est que en quoi suis-je en mesure de juger que ta modélisation elle est juste? Et là, on s'entend qu'on s'adresse vraiment au modèle mathématique. Ouais. Parce que tu mets des valeurs. Ce truc vaut 2, ce truc vaut 3 points, ou il coûte 3 ou 4 points d'action. Et il engendre un retournement d'un nombre X de jetons à ma cause. Mais ça, je suis pas en mesure de juger si tu me manipules parce que les valeurs que tu as mises sont fausses ou pas fausses. Et ce serait très facile, justement, de faire vivre, d'envoyer un message, de faire sentir un truc à un joueur et de le convaincre à sa cause en mentant sur des valeurs qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas vérifier. Alors que quand on a recours à la fiction, tu lis une histoire, ben là, tu es plus en mesure de juger, j'allais dire, d'une espèce de fonction de vérité ou de justesse que quand on te fait vivre un système, ben on est peut-être en train de te mentir plus facilement parce que les valeurs sont fantômes, justement. C'était deux petites remarques qui m'ont rendu mal à l'aise dans le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux encore dire, ouais? Ben, peut-être, là, c'est plus notre conclusion, mais on verra si on y rentre tout de suite, mais c'est que ce qu'on dit ici, c'est un commentaire sur ce jeu. Peut-être qu'Amabel Holland est une femme... Ben, elle est très brillante, pas peut-être, mais elle est brillante. Et elle explique, elle vulgarise son truc, mais vraiment, le livre, je recommande toujours la lecture. Et ça dit pas que c'est impossible de réaliser ce qu'elle veut, mais que ce jeu, This Guilty Land, à notre avis, ben, ça fonctionne pas autant. Donc, ça invalide pas tout ce qu'elle a dit, mais plutôt la réalisation ou l'exemple qu'est This Guilty Land. Je suis d'accord avec toi qu'il est sur ce jeu précis, avec tout ce qu'on a expliqué, pourquoi il est ardu. Enfin, il est
il est difficile d'accès. Enfin, il y a quand même un problème de ça. Oui. Donc évidemment, c'est toi, si tu joues que pour te divertir, tu ne joueras jamais à ça. Enfin, c'est aussi, il faut qu'il y ait une démarche active pour arriver à ce jeu, bien sûr. Il y a parce que aussi, c'est ce qu'on disait, nos pratiques, le formatage de nos années de pratiques ludiques qui ne nous aident pas en fait. C'est pas si facile de déconstruire nos pratiques. C'est de penser autrement le jeu. Et je pense qu'il y a d'autres jeux qui explore les systèmes. Je pense que il y a des jeux, les jeux de Cole Wehrle, ils les explorent aussi, peut-être d'une autre manière. Mais pour en avoir déjà pas parlé avec toi, mais avoir déjà réfléchi à la question, pour moi, Root, c'est un jeu qui parle des systèmes, vraiment. Oui. Même si on a des factions très asymétriques. Et d'ailleurs, j'étais assez heureuse, enfin comment dire, ça m'a fait plaisir de lire dans le livre d'Amabel Hollande quand elle parle de Root. Elle explique, enfin ça tout le monde le sait, que de quoi Root parle de la même chose que Pax Pamir, mais de façon différente. C'est exactement le même background historique qu'a repris Cole Wehrle. Mais elle le dit bien, elle dit aussi que Root, c'est une expression des forces politiques du 19e siècle et qu'on retrouve la marquise de chasse et le capitalisme, etc. Et c'est des trucs que moi j'avais pressentis en jouant à Root, puisque j'en avais fait une chronique à l'époque pour Analysis Paralysis. Quand j'ai joué à Root, moi je n'ai vu que la description des systèmes des grandes forces économiques du 19e siècle au moment de la révolution industrielle et de ce changement-là. Et je suis pas un génie, je suis pas non plus économiste, même si je pense que voilà, j'ai fait un peu d'éco dans ma vie. Donc si moi je l'ai perçu, je dois pas être la seule quand même. Enfin, tu vois, donc ça veut bien dire, et c'est bien, moi c'est tout ce que j'ai vu dans le jeu. J'ai pas vu les conflits, j'ai pas vu l'origine du wargame parce que je ne connais pas assez le wargame dessus. Moi je n'ai vu qu'une modélisation plutôt de pouvoir économique en réalité. Tu vois, de ça. Donc, et Root, c'est un jeu qui est relativement accessible. Oui, qui s'est vendu énormément et qui est joué. Moi, pour avoir joué à John Company, oui. En fait, ça fonctionne, je trouve, parce que ça t'est expliqué dans un très court paragraphe au début des règles. Voici un jeu pour t'expliquer l'horreur de ce que les colonisateurs peuvent faire dans une colonie. Et les 4 joueurs autour de la table, on riait, mais on riait un peu jaune. Je veux dire, je vais prendre les richesses et puis je vais les ramener dans ma famille en Angleterre. Et ces foutus insurgés, les insurrections locales, on va te les massacrer, les mater, mais on en riait, mais un peu à la blague, parce que forcément, c'est très bien que c'est pas gentil, en fait. C'est le rire de défense, en fait. Oui. Donc, et ça marche bien, en fait, comme porteur de message. Ouais. Sauf, je pense qu'elle explique mieux dans le bouquin les différences, en fait, entre ce que sa conception et les jeux. Elle cite un autre jeu de Cole Wehrle qui s'appelle An Inhuman Traffic, qu'elle a encore plus dégueulasse dans le truc que John Company, puisque c'est à peu près la même chose. Ça se passe je pense que ça se passe pendant, je vais peut-être dire une bêtise historique, je m'excuse. Si ma mère écoute, elle va me tuer. Je crois que c'est la guerre de l'opium. Et je crois que c'est un peu le même style que John Company. Et en plus, toutes les richesses que t'accumules dans le jeu, en réalité, tu gagnes pas parce que t'es riche. Tu gagnes si t'as suffisamment de points de prestige en Angleterre, en t'achetant un manoir, en allant à faire des balles et en t'achetant un fancy hat. Ah, ça, c'est dans John Company. Fancy hat, c'est dans John Company. Ah, c'est dans John Company, alors je crois que c'était dans l'autre, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça drôle parce qu'en plus, ça te montre encore plus l'absurdité. C'est pas juste être riche, c'est être riche pour en plus t'acheter des conneries, quoi. Oui. Ça te montre vraiment toute je sais pas comment expliquer, la misère, même la misère morale, enfin. L'absurdité. Ouais, l'absurdité de la vanité de ce que tu fais, quoi. Donc, le jeu dont tu parles, c'est An Infamous Traffic. Donc, et c'est East India Company. Donc, on est encore, dans la compagnie des Indes. Il me semble que c'est plus axé sur dans le contexte de la guerre de l'opium avec tu vois, quand la Chine a commencé à se révolter contre l'occupation britannique. C'est un jeu économique pour 2 à 5. La révolte des boxeurs. Et il n'y avait pas la révolte des boxeurs, tu sais, il y a un truc comme ça en histoire. Oui, avec le trafic de l'opium. Mais oui, le but, encore une fois, comme dans John Company, c'est de t'acheter des châteaux puis de le remplir avec des objets de luxe. Ceci dit, on dit ça, enfin, on est en 2025, on en est un peu au même point sur plein de trucs, hein.
politiquement. Yep. Bon. Bon, est-ce que ce sera notre conclusion désabusée? Je sais pas. Trouvons une conclusion moins désabusée. Mais peut-être, pour poursuivre, qu'est-ce que les joueuses et les auditeurs peuvent faire pour... Donc, il y a l'autre jeu. On peut les relancer. Comment est-ce qu'il s'appelle, l'autre jeu d'Amabel Holland? Ouais. Meltdown? Non, ça, c'est un jeu d'Erin Escobedo. OK. Donc, le jeu, Mel Walter de Erin Escobedo, il ressort, là, la 2e édition en 2025. Alors, je sais pas si ce sera traduit en français, par contre. Sûrement pas. Moi, je me suis mis une petite alerte, même si je suis pas persuadée d'avoir envie d'éprouver de l'horreur. Enfin, c'est là, tu vois, c'est là toute l'ambiguïté. Et c'est là aussi toute l'ambiguïté, parce que j'ai une curiosité intellectuelle. Après, il faut bien se connaître. Mais après, je sais pas, puisque là, vraiment, on éprouve de la complicité. Et on peut pas la nier, on peut pas dire c'est le jeu qui me force. On fait vraiment nos choix en connaissance de cause. Je me pose la question de savoir si j'ai vraiment envie de faire crever des gens de faim. Tu vois, c'est de la même manière qu'il y a des films que je ne veux plus voir parce que je ne veux pas éprouver. Par exemple, je ne veux plus voir de films sur la mafia. Je ne veux pas éprouver d'empathie envers des mafieux, qu'ils aient des problèmes, qui les conduisent chez le psy ou pas. J'ai vu tous les Sopranos, c'est bon, je peux plus regarder ça. De la même manière, je me suis posé la question en jouant à la Famiglia, tu vois, savoir est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, on en revient à la question du... C'est pas moralisateur, c'est questionnement moral, personnel, en fait, c'est vraiment un questionnement moral, éthique personnel, on en revient, j'allais dire, au problème du parrain ou qu'on évoquait sur Breaking Bad, c'est que une partie de l'auditoire voit bien l'horreur et comprend, on va dire, le mal qui en surgit. Mais en même temps, t'as une partie de l'auditoire qui trouve ça vachement cool et qui éprouve de la sympathie et aime ses personnages et est quasiment prêt à les défendre. On a eu ici le crime organisé a beaucoup passé au Québec par des groupes de motards. Et c'était des personnages qui étaient devenus presque des vedettes, qui étaient suivis, qui étaient même aimés. Donc, est-ce qu'il faut en parler ou pas de ces gens qui font ces choses? Parce que le message est reçu parfois d'une drôle de façon. Ça aide à les rendre cool pour une partie de la population. Mais on peut dire que on dit pas qu'il faut censurer ses œuvres, mais que quand t'as Non, alors attention. Ouais, voilà. Je suis totalement contre la censure. J'ai suivi un cours, je m'en vante souvent. J'ai suivi un cours sur la censure littéraire au Québec et je peux vous garantir que je suis vraiment pour qu'une œuvre soit censurée. C'est, à mon sens, qu'elle soit interdite ou il faut vraiment que ça aille très loin parce que je suis contre. Il faut qu'elle aille à l'encontre d'une liberté ou d'un objectif de valeur supérieure, et en général c'est l'incitation à la haine, au crime, etc., qui sont les limites à la liberté d'expression. Mais parce qu'on a la liberté d'expression et qu'on peut donc parler de tous les sujets et les présenter comme on veut, on a de facto avec une grande responsabilité dans les messages qu'on diffuse. C'est peut-être ça aussi qu'on peut dire. Tu vois, les deux vont de pair et c'est pour ça qu'on doit quand même. Et parfois, je fais ce reproche de pas assez, notamment dans le monde du jeu de société, de pas assez réfléchir aux messages qui sont transmis, aux représentations qui sont transmises, parce que qu'elles soient voulues ou pas, elles sont transmises et les gens qui les reçoivent en tirent des conséquences. Enfin, ça les imprègne forcément. Parce que, en plus, on vient de le dire, par tout ce phénomène d'éprouver des émotions, de l'empathie et tout, de l'identification. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une responsabilité. Quand on est l'émetteur d'un message, on a quand même une responsabilité dans ce qu'on émet, quoi. Mais on touche à des questions aussi. Le rôle ou la responsabilité de l'art, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'aime mieux pas trop me prononcer là-dessus. OK. Avant de dire des conneries. L'art devrait être ceci et ne devrait pas être cela. Je ne tomberai pas là-dedans. Non, j'ai pas dit que c'était l'art, j'ai dit que les personnes, elles doivent toujours, si elles sont libres de faire quelque chose, elles doivent être responsables de ce qu'elles font. L'assumer à tout le moins. Mais sinon, moi, j'ai pas peur de dire des conneries. Bon. Il y a une mauvaise blague que je ferai pas. Vas-y, dis-le. Mais non. C'était juste parce que moi, j'ai pas peur de dire des conneries. C'est pour ça que toi, t'en dis et moi, je me retiens de le faire. Mais bon, Ça passe, ça va. Ça passe. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet?
Certainement pas, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je pense que le message est assez confus aussi dans ce qu'on voulait dire. Les gens sont... Mais là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ben, c'est compliqué. It's complicated. It's complicated et vraiment, essayez de lire le livre. Oui. Vraiment. Voilà. Plus que de jouer au jeu, lisez le livre. Je pense que c'est... Déjà, voilà, en fait, lire le livre, je pense que c'est vraiment plus fondateur, enfin, plus fondamental que de jouer au jeu. Et c'est même plus facile, d'ailleurs, je pense, techniquement parlant. Beaucoup plus facile. Voilà. Bon, et ben écoute, c'était un épisode hors série qui a été décidé au débeauté, comme on dit. Oui, sans trop structure. On s'est lancé dans la discussion en ayant pris quelques notes, mais bon, on espère que ça vous a plu quand même. Ouais. Et puis que ça vous permet de réfléchir un petit peu. Et on reviendra pour la saison 3 avec plein de sujets. Plein de nouveaux sujets, oui. Alors, on a bien hâte de livrer ça. Ouais. Moi, j'ai eu plein d'idées. Moi, en lisant le livre d'Amabel Hollande, j'ai eu plein d'idées. Hein. Donc, tant mieux. Je vais profiter d'été pour rattraper ton rythme d'écriture de chronique. Oui, j'ai 3 chroniques d'avance, je te le rappelle. Ouais, je sais. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à toi. Merci aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Et puis, passez de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve en septembre. Et ce sera la première émission de la saison 3 en plus. Waouh, génial. Je crois que c'est le 4 septembre. Et tu sais que le 4 septembre, c'est une date importante dans l'histoire de France. Je l'ignore. Proclamation de la 3e République. Ah. C'est pour ça qu'il y a un métro 4 septembre. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Mais pourquoi il y a un métro qui s'appelle 4 septembre ?» Voilà, une station de métro. Voilà, et donc c'est parce que c'est la proclamation de la 3e République, 4 septembre 1870. C'était quand déjà la 3e? 1870. Oui, à la chute de Napoléon III. Voilà, exactement. Bon. Sur ces moments historiques, ouais, voilà. On se dit au revoir et puis à bientôt. Salut! Bye bye! Cet épisode hors série de Pelleter des nuages a été enregistré à distance le 5 juin 2025. Il est produit par Polgara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission. Passez un très bon été et restez à l'écoute, mais je vous ai rien dit.